Alors bonsoir, j'ai jamais vu cette salle aussi pleine, sauf pour les nouveaux chiens de garde. C'est bon signe. Alors, bienvenue à la Maison européenne des sciences de l'homme et de la société, et merci d'être venus si nombreux. Bon, la séance de ce soir, vous savez quel est le programme, donc je ne vais pas m'appesantir. Je vais juste très rapidement présenter le duo ou le tandem de ce soir, même si vous connaissez sans doute leur travail, mais un petit récapitulatif très très bref n'est peut-être pas superflu. Donc Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot sont directeurs de recherche émérites au CNRS. Non, Vous n'êtes plus émérite ? Non, on n'est rien du tout. Ah, ils ne sont pas émérites. C'est pas un déclassement, hein, je vous rassure. Et ils sont auteurs en couple d'une bonne quinzaine de livres, parmi lesquels je ne vous fais pas tout le catalogue, hein, mais ils vont de Dans les beaux quartiers, qui, sauf erreur de ma part, est leur premier ouvrage sur le thème qui est sorti en 89, la première édition, jusqu'à La violence des riches, donc, qui nous occupe ce soir, qui est sorti il y a à peu près 6 mois, en 2013. En passant par plusieurs ouvrages de recherche, parmi lesquels Grande fortune, dynastie familiale et formes de richesse en France, d'abord sorti en 96. Le journal d'enquête Voyage en grande bourgeoisie, régulièrement réédité, des ouvrages de synthèse comme Sociologie de la bourgeoisie et Sociologie de Paris dans la collection Repères de la découverte que vous connaissez certainement, 15 promenades sociologiques dans Paris, des ouvrages un peu plus, je dirais, panoramiques comme Les ghettos du Gotha, mais aussi peut-être des ouvrages un peu moins connus du grand public et même d'ailleurs des chercheurs en sciences sociales, comme le livre sur la chasse à courre par exemple. Et c'est une liste évidemment non exhaustive. Et depuis quelques années, et c'est ça aussi qui me paraît très très intéressant, en dehors des livres de sciences sociales et même des livres un peu généralistes ou destinés à un public un peu plus large que le public habituel des sciences sociales, ils ont aussi mis à profit un certain nombre de supports de diffusion ou de formats de diffusion différents et assez originaux pour la profession, des livres d'intervention, donc je l'ai dit un peu comme celui dont on va parler majoritairement ce soir, mais aussi un documentaire que vous avez peut-être vu en compagnie du réalisateur Antoine Roux, documentaire qui s'appelle Au bonheur des riches, hein, qui a été diffusé l'année dernière sur France 2, si je ne dis pas de bêtises. Et tout récemment, une bande dessinée de la dessinatrice Marion Montaigne, qui s'appelle Riche, pourquoi pas toi, a été publiée, qui s'inspire explicitement de leurs travaux. Et je ne compte pas de nombreuses interventions télévisées et de nombreuses interventions publiques aussi, comme celle de ce soir. Et par ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, là encore, il me semble que leur présence ici est une sorte de retour aux sources, même s'ils ont l'occasion de venir souvent, puisqu'ils ont fait une bonne partie de leurs études de sociologie à Lille, sauf erreur de ma part. Alors, moi j'ai un certain nombre de questions, mais vous savez, la limite ou le danger de l'animateur dans ce genre de séance, c'est de s'accaparer la séance en fait, hein, et de faire un tunnel terrible. Donc là, moi je m'arrête là, et j'ai un certain nombre de questions qui vont être des questions de lancement, mais l'idéal serait que vous puissiez embrayer au cours même de la séance. Si vous aviez une question qui s'emboîte bien dans la mienne, on peut essayer de les conjuguer. Voilà, l'idée, ça serait d'éviter que je fasse une série de 15 questions et puis après que je vous passe la parole, quoi. Si on pouvait faire quelque chose de plus interactif, ça serait vraiment parfait. Comme vous êtes nombreux, j'ai pas forcément une visibilité générale, donc n'hésitez pas à vous signaler de manière visible. Voilà, je vous propose de faire comme ça. Alors, j'ouvre le bal, d'accord ? Michel, Monique, bonjour, donc bonsoir plutôt. Votre trajet. Alors il faut appuyer ici. D'accord. Et bonsoir. Ça peut être simultané. Alors je commence par ça. Votre trajectoire de recherche, elle est jalonnée par un certain nombre de livres qui sont marquants et aussi par leurs titres. Que ce soit des titres tout à fait sobres, du genre Dans les beaux quartiers, bon, ou des livres un peu plus explicites, comme ici La violence des riches. Je voulais que vous nous disiez d'abord comment s'est passé le choix de celui-ci. Je vous demande ça en fait pour une double raison. La première, c'est que sur Internet, on trouve des photos avec un sous-titre un peu différent. On trouve le sous-titre Enquête sur les casseurs de vie et non
pas Chronique d'une immense casse sociale. Alors je me dis que c'était un titre brouillon. Voilà, je voulais que vous nous en parliez un peu. Et par ailleurs, il me semble que pour les ghettos du Gotha, c'est un titre qui avait été le fruit d'une âpre négociation. Je crois que c'était un titre qui vous plaisait pas beaucoup au début ou qui, bon, en tout cas, était discutable. Donc voilà, ça m'intéressait que vous puissiez, j'espère que ça vous intéressera aussi, accessoirement, que vous puissiez revenir là-dessus sur le choix des titres. Bon, alors le privilège de la bonne femme. Alors, moi j'aime bien parler debout, c'est parce que, est-ce que vous m'entendez? Parce que comme je suis petite, je vais faire comme ça va? Bon. Alors, en effet, les titres de nos livres ont évolué. Dans les beaux quartiers, les ghettos du Gotha, Grande Fortune, La chasse à courre, voilà. C'était des titres Sociologie de la bourgeoisie, Voyage en grande bourgeoisie. Et du coup, ça marchait bien. C'est-à-dire que les portes de nos enquêtés, les portes des beaux quartiers, nous étaient grandes ouvertes. On n'avait pas de problème. Tous les deux, on était un couple, comme il disait, exquis, adorable. Et donc, on était invités. Tout allait bien. Et pourtant, pour nous, on avait le sentiment que ce que nous écrivions était sincère, était de la vraie sociologie critique. C'est de la vraie sociologie, elle est forcément critique, puisqu'on est dans des sociétés tellement inégalitaires qu'on ne peut pas travailler sur les dominants sans être critique. Mais il se trouve que ceux qui cumulent toutes les formes de richesse et tous les pouvoirs dans notre pays sont souvent de bien meilleurs sociologues que ceux qui en font profession, dans le sens où ils assument complètement leurs privilèges et leur position dominante. Et que quand on décrit la recherche d'un entre-soi de tous les instants, oui, ils disent pourquoi vous voulez, ma pauvre fille, que je vive avec des ouvriers ou des gens qui me ressembleraient pas. J'ai rien contre eux, mais franchement, j'ai mieux à faire. Et puis, on a commencé ce travail avec Michel en 1986, à un moment où cette bourgeoisie était encore une bourgeoisie de type industriel et paternaliste, des gens qui nous disaient, nous, vous savez, on vous reçoit parce que vous vous recommandez de notre meilleur ami. Il faut dire qu'on était assez malins, Michel et moi, pour évidemment avoir compris que le milieu... Ça va pour le micro ? Fonctionnait sur le mode de la cooptation. Donc on demandait à la marquise qui venait de nous accorder un entretien si elle acceptait de nous recommander auprès du duc ou de la duchesse dont elle avait parlé, qui nous intéressait beaucoup. Et comme ça, on a avancé tranquillement, ça se passait bien. Et puis, nous, on a vieilli. Et en vieillissant, on a attrapé de la bouteille, c'est-à-dire qu'on est devenu de moins en moins timide. Et donc nous, on change depuis 1986, et puis notre objet change aussi, notre sujet de recherche change. C'est-à-dire qu'il passe d'un espèce de capitalisme industriel de type paternaliste, qui accepte un État social-démocrate et redistributeur, à quelque chose, alors qu'on a vécu carrément en direct, à la violence des riches, à la financiarisation spéculative mondialisée, donc sur toute la planète, à quelque chose un tsunami, quelque chose qu'on a vécu en direct, Michel et moi, et que à partir de notre retraite en 2007, moi je vous le dis, j'ai même devancé de 4 ans mon départ à la retraite pour justement pouvoir écrire avec Michel, le président des riches. Parce que au CNRS, c'est pas qu'on aurait eu, nous, personnellement, des ennuis, mais on a eu peur que notre laboratoire ait moins de subventions. Vous voyez, on peut faire des pressions. Nous, on s'est contenté d'un contrôle fiscal. Ça t'a bien emmerdé, c'est toi qui as été obligé de faire le boulot. Mais c'est tout. Et donc là, avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy, avec la fameuse nuit du Fouquet's, où alors qu'il avait promis qu'il irait se recueillir dans un monastère pour pouvoir habiter sa fonction, le voir avec tous les patrons du CAC 40 et très peu d'hommes politiques, là on a compris que ce qu'on avait compris au fil de nos enquêtes, avec le poids de la banque, le poids des financiers, qui allaient désormais dicter leurs lois et élaborer de nouvelles lois, c'est-à-dire un nouveau droit à leur faveur, nous a fait développer cette nouvelle
thèse dans nos travaux le passage de la lutte de classe à la guerre des classes. Et cette guerre des classes, ce sont les plus riches qui la mènent contre les classes moyennes et les classes populaires. Et du coup, mon cher Grégory, nos titres ont changé et c'est vrai que dans le film Voyage dans les ghettos du Gotha qui a été diffusé sur France 3 en 2007, on nous voit chez notre éditeur au Seuil dire « Ah non, vous voulez nous imposer ghetto de riches ?» Nous, on refuse, parce que riche, c'est infamant pour nos interviewés. Ça, on ne peut pas l'accepter. Alors, Patrick Rothman dit en direct devant la caméra, « Eh bien, écoutez, mes chers auteurs, 5000 acheteurs de moins. » En réalité, ça devait être beaucoup plus, et il avait raison. Mais voilà, on n'était pas prêt pour renvoyer l'ascenseur à ceux qui, aujourd'hui, ne nous respectent pas. Et si le terme de riche n'est pas un terme sociologique parfaitement adéquat, il n'en demeure pas moins que le contenu de nos livres parle toujours d'une classe sociale hétérogène, mais fortement mobilisée. Et nous sommes très heureux de leur renvoyer l'ascenseur. Leur richesse est désormais 100 fois totalement décomplexée. Ils ne nous respectent pas. Nous ne les respecterons pas. Merci. Je peux revenir au titre. Non, oui. Une autre question, c'est mieux. Mais parce que ça m'aurait intéressé de savoir si ce titre s'est imposé de lui-même, d'après ce que vous venez de dire, ou s'il y a eu quand même si c'est d'une manière différente que pour les livres précédents, des titres alternatifs, des discussions là-dessus. Pour ce qui est du titre, je vais faire comme Monique. Il fait toujours comme moi. C'était un bon exemple à suivre. Enfin, pas tout le temps quand même. Et donc, je dirais que ce titre est un peu l'aboutissement de tous nos travaux antérieurs, que nous nous sommes rendus compte petit à petit que derrière une façade extrêmement courtoise, polie, bien éduqués, entre guillemets, de ces catégories sociales que nous fréquentions depuis peu, il y avait quand même des éléments beaucoup moins reluisants. C'est-à-dire qu'il y avait une accumulation de richesses qui était très difficile pour nous, avec nos origines, d'accepter. Ce que nous percevions, c'était un peu l'injustice de vie qui avait tout pour être épanouie, heureuse. Alors, ils ont leurs problèmes, bien entendu, mais des vies qui n'ont pas d'abord de problème de subsistance. De toute façon, ils auront toujours de quoi vivre. Ça, c'est la richesse du patrimoine. Et cette richesse de patrimoine, c'est quelque chose qui vous définit, au fond, la grande bourgeoisie. C'est le fait de pouvoir vivre de ce que l'on possède déjà, c'est-à-dire des immeubles loués, des actions, des parts dans les entreprises, etc. Alors, il y avait on trouvait ça un peu violent quand même, parce que on connaît tous les milieux sociaux par notre trajectoire personnelle, par les travaux que nous avons faits avant. Nous avons aussi fréquenté les cités de logement HLM et fait des entretiens avec des ouvriers qui faisaient les 3-8 et que nous allions voir dans la nuit entre deux équipes. On n'est pas, il y a beaucoup d'autres éléments qui font qu'on connaît aussi les autres pans de la société où il y a de la pauvreté, de la misère, des difficultés de vie, et on voyait cette différence. Et donc, on a trouvé que ça, c'était assez violent, et on s'est rendu, au moment où on a choisi ce titre, il éclatait une violence sociale à l'échelon mondial qui était
absolument ahurissante. C'était la crise de 2008, c'était le fait qu'il y avait, à cause de la richesse financière, c'est-à-dire acquérir des profits et de l'argent sans contribuer à la productivité, sans participer à la production de biens et de services, il y avait cette richesse sans principe, sans raison, qui s'accumulait rapidement, d'une façon extraordinaire. Et en même temps, nous connaissions les autres dimensions de la société française, qui n'est pas une société pauvre, massivement, mais qui avait des poches de pauvreté tout à fait inacceptables par rapport à ce qu'on voyait aussi dans ces familles que nous fréquentions et dans ce qui était leur source de revenus principaux, parce que dans cet univers-là, l'essentiel des ressources, ce sont des revenus, ce sont les revenus du capital investi. Et ça, c'est une donnée tout à fait étonnante. Nous avons écrit nous avons fait un livre d'entretien qui s'appelle « L'argent sans foi ni loi ». L'argent sans foi ni loi, je pense que vous comprenez le sens de ce titre, c'est que l'argent est quelque chose qui corrompt vraiment, qui fait que des personnes qui fréquentent régulièrement l'église ou d'autres lieux de culte perdent ce qu'il y a dans ces foi différentes même, c'est-à-dire un respect de l'autre, un respect de l'humanité dans son ensemble. Donc il y a une violence, voilà, je pourrais encore développer, il y a une violence qui nous a été très sensible et nous avons accepté de mettre ce titre de violence sur la couverture. Et les riches, c'est aussi finalement, d'une certaine manière, l'aboutissement de nos travaux antérieurs, c'est que oui, il y a des riches, effectivement. La richesse est quelque chose qui est plus compliqué qu'on ne le pense. C'est-à-dire que la richesse, ce n'est pas seulement de l'argent, ce n'est pas seulement ce qu'on possède matériellement, ce n'est pas les avoirs que l'on a chez tel ou tel financier. C'est un aspect important, mais qui n'est pas, en tout cas, qui se combine avec d'autres aspects et qui font que les différences et les inégalités entre richesse et pauvreté sont beaucoup plus que le fait de pouvoir s'acheter une Porsche ou de devoir se contenter de sa mobilette. Ça va beaucoup plus loin parce qu'en même temps, il y a des dimensions culturelles et des dimensions sociales. Alors la dimension culturelle, bon, on a beaucoup travaillé avec Pierre Bourdieu, enfin avec ses livres, et comme j'étais étudiant à Lille, Monique aussi, nous avons eu la chance d'avoir Bourdieu 2 ans dans nos études de sociologie. C'était il y a bien longtemps. Et vous pouvez croire que ça marque quand même les étudiants. Donc, cette richesse, il y a une richesse donc qui est culturelle. Et ça, c'est une inégalité extraordinaire. Je me souviens d'entretiens où d'abord, l'entretien était dans un salon où il y avait des tableaux de Matisse ou de Renoir accrochés au mur. Bon. Et puis, il y avait on nous disait que la jeune fille de famille avait un compte ouvert chez le libraire et elle pouvait prendre des livres autant qu'elle le souhaitait chez ce libraire et on disait que grâce à cette aide directe à sa culture, enfin, elle avait découvert, elle était dans une famille très classique pour la littérature, pour le goût pour la littérature, mais elle avait découvert la littérature américaine grâce à ce libraire. Voilà. Donc ce sont, je crois, des éléments de vie, de
constitution de la personne, de l'enfant, de l'adolescent, que l'on trouve difficilement dans les cités où nous allions avant faire nos interviews. Il y a là des différences tellement énormes et tellement décisives pour l'avenir que nous avons dit que les riches, oui, effectivement, ça existait, et ça n'existait pas seulement par l'argent. Il y a aussi le social, je terminerai là-dessus. Le social, c'est un élément décisif, tout simplement parce qu'un riche tout seul n'a pas... Bon, ça n'a pas de sens. En fait, ils construisent, ils font durer, ils améliorent leur richesse matérielle, leur richesse culturelle, par une richesse sociale qui est le fait d'avoir des réseaux dans toutes les sphères de l'activité sociale, des réseaux qui décuplent la force de chacun. Lorsque vous êtes plombier zingueur, vous avez un copain qui est préposé à la poste et il distribue le courrier. Vous en avez un autre qui est électricien, il installe des électricités dans des bâtiments, et puis un autre est au chômage. Bon. L'ensemble de ces copains-là, ça ne va pas vous le donner beaucoup de force de plus que la vôtre, de force sociale. Tandis que lorsque vous êtes, je ne sais pas moi, par exemple, propriétaire d'une maison d'édition. Vous êtes un éditeur qui a pignon sur rue, qui a une vieille famille d'éditeurs derrière lui, mais vous avez aussi dans la famille un financier. Vous avez comme voisin un général de l'armée, vous avez un vague cousin qui est évêque ou quelque chose comme ça, dans ce genre-là. C'est-à-dire que vous avez dans votre famille et dans vos relations professionnelles ou non professionnelles, amicales, anciens élèves de ceci et de cela, vous avez toute une pléiade d'étoiles tout à fait brillantes, multiplie par 100, par 1000 votre force personnelle. Ce système de relations est l'un des systèmes les plus profonds qui assure la reproduction des positions dominantes et qui assure la domination des individus qui en bénéficient. Donc la violence des riches, je crois que vous avez là les éléments qui rendent compte, disons, du titre. Ce n'est pas pour se faire plaisir, c'est parce que nous pensons que nous sommes dans une société profondément injuste, profondément éloigné de ce qui pourtant tente de le justifier, la notion de mérite. Ce n'est pas au mérite que l'on va avoir une belle carrière. Il y a des exceptions, c'est rare, mais il y en a. Mais en même temps, des gens qui ne valent pas plus que l'enfant du gardien de l'immeuble, pourquoi est-ce que c'est votre enfant qui va réussir et entrer à l'ENA et faire une carrière extrêmement brillante, alors que l'enfant du gardien, lui, il va faire un petit boulot pour survivre, etc. Alors que il n'y a pas... Ce n'est pas basé sur le mérite, ce n'est pas basé sur l'intelligence, ce n'est pas basé sur les capacités, c'est basé sur un système de reproduction sociale qui est fondamental dans nos sociétés. Lorsqu'on est bien né, il faut être vraiment avoir vraiment des problèmes pour ne pas réussir soi-même. Et cette continuité, c'est pour ça qu'un de nos livres s'appelle Grande fortune, richesse des dynasties familiales en France, un titre à peu près comme ça, je m'en souviens plus très bien, mais en tout cas l'idée de dynastie est aussi fondamentale dans notre approche. Merci beaucoup. Alors, très bien. Micro. À partir de quel seuil on définit un riche? Alors, ça c'est une question intéressante, parce que vous devez vous dire en effet, comment ça se fait qu'il y a un seuil de pauvreté? Vous devez en entendre parler de temps en temps à la télévision. Il y a près de 10 millions de Français qui vivent avec moins de 945 € par mois, c'est ça.
le seuil de pauvreté aujourd'hui dans notre pays? Et pourquoi il n'y a pas de seuil de richesse? Et pourtant, il y a des sociologues, là, ici, des anciens collègues à nous, on sait qu'on a participé à des tas de colloques sur la définition du seuil de pauvreté, mais jamais j'ai participé personnellement à un colloque de sociologues ou de statisticiens de l'INSEE sur la définition d'un seuil de richesse. Alors ça, c'est quand même troublant, hein? Et ben nous, ça nous a troublés. Et du coup, on est parti en reportage. Et on s'est rendu compte qu'il y a deux raisons pour lesquelles il n'y a pas de définition de seuil de pauvreté et que donc je ne pourrai pas répondre sauf par l'esquive suivante à votre question. Les deux raisons sont les suivantes. La première, c'est que la richesse est extrêmement dispersée. C'est-à-dire que c'est un iceberg dont vous voyez une petite face visible, mais vous ne savez pas ce qu'il y a en dessous de la mer. Et par exemple, qu'est-ce que je peux donner comme exemple de dispersion? Je vais prendre le dernier palmarès de Challenge et vous dire que Bernard Arnault, la première fortune de France, c'est 22 000 millions d'euros, 22 milliards d'euros, et que la 500e, mais je vous rassure tout de suite, nous on n'est pas dans les 500, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est dans les 500 premières fortunes, je veux dire il faut déjà être très riche pour être dans les 500 premières fortunes de France. Le 500e, il s'appelle Alexandre Picard, et c'est pas les surgelés, Michel, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il fait. Alexandre Carpentier. Ah oui, il est dans... j'arrive plus à me rappeler dans quoi il est. Il fait des objets pour médicaux. Ah oui, c'est ça. Des trucs, des équipements médicaux, des fauteuils, des choses médicaux. Et lui, c'est 60 millions d'euros. Donc vous vous rendez compte qu'entre la première fortune de France et la 500e, j'ai exactement 370 fois la 500e fortune dans celle de Bernard Arnault, première fortune. Est-ce que vous avez des exemples de dispersion comme ça dans l'univers des salaires? Non. Le SMIC est à autour de 1000 euros. Vous n'avez pas des salaires en tant que salaire de 300, ça ferait 70 000. Donc ça n'existe pas, une dispersion comme ça. Et encore, je continue mon image de l'iceberg, parce que la fortune de Bernard Arnault, c'est celle qu'on peut contrôler, sa fortune professionnelle. Mais bien entendu, à côté, il y a tout ce qui est... patrimoine de jouissance, même dans la fortune professionnelle. Bernard Arnault, il a, je crois qu'il a plus de 140, puis ça a beaucoup augmenté depuis l'arrivée de François Hollande à la présidence de la République. La BNP Paribas est passée de 189 filiales dans les paradis fiscaux à 213, et c'est ça, maintenant Bernard Arnault, j'espère qu'il n'est pas dans la salle et que je ne dis pas une bêtise, il est passé de 140 filiales, je crois, à 202. Donc ça va vite pour un président qui, dans son engagement numéro 7 de sa campagne des présidentielles, a dit « Il n'y aura plus une seule banque ni une seule entreprise qui aura des filiales dans les paradis fiscaux, moi, président. » Voilà le résultat. Alors ça, c'était la première raison. Excusez-moi, je m'emporte et je m'en excuse. Deuxième raison, c'est l'hétérogénéité des différentes formes de richesse. Ça, je ne vais pas être longue du tout, puisque Michel vous l'a très bien dit. Ce n'est pas la seule richesse économique qui compte dans la définition du Gotha, dans la définition du club des riches, dans les critères de cooptation pour les cercles pour les adultes et les rallyes pour les jeunes. Non, il faut de la culture, le monde des grandes fortunes, comme Michel l'a dit, c'est le monde des collectionneurs d'art, et il faut intégrer le club des riches, faire partie de cette classe sociale pour qu'elle puisse, dans sa mobilisation sur tous les fronts et dans tous les instants, défendre ses intérêts de classe et mener la guerre que nous décrivons de livre en livre. Avant de vous laisser la parole... Ah, bon. Il y a quand même un seuil qui s'appelle l'ISF, qui avant s'appelait l'IGF, et un impôt sur les grandes fortunes qui est devenu un impôt sur la solidarité des fortunes. C'est déjà intéressant de voir le changement de nom. Il ne faut pas oublier que c'est, faut pas, à mon avis, tout mélanger. Il y a un problème systémique et un problème de personnes. Et vous avez bien décrit le problème systémique. Jeter l'opprobre sur des
des gens qui ont risqué leur capital, qui en ont profité, tant mieux pour eux, il ne faut plus le perdre. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Quand vous êtes très riche, vous avez aussi beaucoup investi, avec des parts de risque. C'est inévitable. Bon, il y a aussi une part de profit, tant mieux pour eux. Hein. Mais il ne faut pas tout mélanger. Mais on ne mélange pas tout, on va vous répondre, il n'y a pas de souci. Je me glisse quand même là-dessus pour une réponse. Dans le livre... Oui, vous allez... C'est d'accord. Est-ce que vous avez rencontré des créateurs de dynasties, des gens qui étaient pauvres, qui sont devenus très très riches? Donc, quel regard ils portent sur cette violence? Quel regard ils portent sur leurs anciens amis, leur famille, qui n'est pas forcément partie de leur famille, qui n'est pas forcément devenue riche? Moi, je le connais personnellement, c'est assez intéressant. Est-ce que vous en avez rencontré? Absolument. Voilà, c'est intéressant d'avoir votre biographie. Bon, je dis un tout petit mot. Dans le livre Sociologie de la bourgeoisie, il y a un petit encadré qui s'appelle « Êtes-vous un bourgeois ?» Et c'est un questionnaire, je ne sais plus, il y a une douzaine de cases à cocher, et vous pouvez tester où vous en êtes. Voilà, moi ça m'avait assez rassuré, donc ça peut faire pareil pour vous. Si Bernard Arnault est vraiment dans la salle, n'hésitez pas évidemment à le dénoncer. Vous voulez répondre peut-être à ces doubles questions? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Sur les créateurs de richesse. Je complète sur le seuil de richesse, Michel. J'en ai pour une seconde. Alors donc vous avez parlé de l'ISF. Alors vous savez que tous que sous Nicolas Sarkozy, l'ISF, le seuil c'était 800 000 €. Et comme nous avons contribué, Michel et moi, avec le président des riches, à transformer son bouclier fiscal en boulet. Donc il a été obligé de le supprimer avec toutes les revendications des différents partis. On n'est pas tout seul, hein, mais on y a participé grave. Il a été obligé en supprimant le bouclier fiscal, il s'est arrangé, pas grand monde s'en est aperçu, à vider l'ISF de sa substantifique moelle. Et donc il a fait porter le seuil de l'ISF de 800 000 € à 1 300 000 €. Et avec ça, il a perdu plusieurs centaines de milliers d'assujettis. Et donc aujourd'hui, je ne me rappelle plus exactement du nombre d'assujettis tout d'un coup, mais voilà, en tout cas ça a chuté. Donc vous voyez que les seuils sont magnifiquement idéologiques et que la sociologie peut rendre compte comme ça d'un changement de seuil aussi significatif lorsque le président de la République est le porte-parole, le fondé de pouvoir de l'oligarchie qui mène la vie dure aux classes moyennes et aux classes populaires aujourd'hui dans notre pays, en Europe et dans le monde. Créateur de dynastie. Oui. Excusez-moi, je m'étais assoupli. J'espère que vous n'en faites pas autant. Bien. Donc, l'histoire des nouveaux riches, quoi. Hein, ça, la question un peu. On peut le dire comme ça. Des gens qui réussissent très bien dans les affaires et qui se font une situation aisée et qui ont des responsabilités, qui n'ont pas beaucoup de salariés. Ou pas énormément, mais ça marche. Bon. Alors, nous avons fait un travail spécifique là-dessus, qui est financé par une banque privée, qui s'appelle le livre « Nouveau patron, nouvelle dynastie ». Nouveau patron, nouvelle dynastie, c'était financé par une banque privée qui essayait de savoir ce qu'il se passait lorsque un nouvel enrichi, disons, pour aller vite, un nouvel enrichi devenait âgé et donc se posait la question de la transmission, comment il voyait ça. Et nous, ça nous a paru, ils nous ont contactés, nous ont proposé de faire un travail là-dessus, ça nous a paru intéressant comme thème, et nous avons fait des entretiens avec des nouveaux patrons. Je vais vous parler de l'un d'entre eux, Pierre Belon, qui est le patron de la société Sodexo. Sodexo, merci Monique, super. L'intérêt de travailler à deux, c'est qu'il y a deux mémoires. Oui, enfin, il y a surtout la mienne.
reparlera tout à l'heure. Donc, Pierre Belon est le fils d'un monsieur qui était son père. Surprenant. Oui, ça se fait rare. Donc, ce monsieur était... il y a un terme technique qui m'échappe, là, c'est l'âge, hein, vous savez, il y a un moment où on cherche ces mots, mais le moment de détente étant terminé, Pierre Belon, son père, ravitaillait les bateaux. Il y a un terme spécial. Les bateaux, il travaillait à Marseille, il ravitaillait les bateaux en nourriture, en aliments et en tout ce qu'un bateau qui va partir pour quelques semaines a besoin d'emporter. Avitailleur, ça s'appelle avitailleur. Et c'était une petite entreprise, il y avait quelques salariés, mais enfin c'était vraiment très modeste. Et maintenant, il est le patron de Sodexo, qui est une société qui compte 250 000 salariés lorsque j'avais fait l'entretien avec lui. Nous étions en Finlande, sur le cercle polaire, et dans une ville, Rovaniemi, petite ville, nous découvrons un restaurant Sodexo. Voilà. Et notre laboratoire au CNRS était ravitaillé par la Sodexo. C'est une entreprise énorme. Et ce qui était le cas pour beaucoup des interviewés que nous avons contactés, qui étaient dans des situations similaires, qui venaient soit d'une toute petite bourgeoisie, soit même de milieux populaires, et qui avaient fait de belles fortunes. Ce qui était tout à fait clair, c'est qu'ils se retrouvaient dans la situation de nos enrichis, de nos riches plus anciens. Ils avaient une préoccupation majeure, c'était de transmettre. Alors transmettre soit l'entreprise, ça ils appréciaient bien quand ça pouvait se dessiner, soit au moins transmettre l'argent, la valeur qu'elle représentait, les parts dans cette entreprise. Et Pierre Belon, par exemple, pour que ses enfants puissent vivre bien et contrôler ce qui se passait dans la Sodexo, il organisait tous les étés pour ses enfants des stages d'initiation à la finance de l'entreprise, et le directeur financier de cette entreprise, vous voyez, 250 000 salariés, le directeur financier c'est déjà quelqu'un qui a une certaine, pas mal de travail, et ce directeur financier faisait des cours, expliquait aux enfants ce qui allait, l'avenir de l'entreprise, comme il le voyait, ce qu'il fallait faire. Il y avait, pour tous ceux que nous avons, avec qui nous avons fait cet entretien, il y avait ce point commun qui était la transmission, que ça dure, que les enfants soit reprennent le flambeau, soit fassent autre chose, mais en tout cas aient leur patrimoine et ne le dilapident pas bêtement, qu'ils réussissent eux aussi dans la société, soit dans le même métier, soit dans d'autres métiers. Et c'est d'ailleurs chez des riches très connus, la famille Rothschild par exemple, il y a une grande diversité de carrières. Il y a une Rothschild qui est danseuse classique, qui était danseuse classique, maintenant elle doit être très, très âgée, mais elle a fait toute une carrière de danseuse classique connue, et il y a une diversité possible des carrières, mais il faut honorer le nom de la famille, ça c'est très important. Et c'est vraiment pour cela que nous avons appelé notre livre « Nouveaux patrons, nouvelle dynastie », parce que les nouveaux patrons, comme les anciens patrons, sont pris par la logique de la richesse. C'est-à-dire que cette richesse, vous allez mourir, bon, vous le savez très bien, que faire de cette richesse? Que faire de
cette abondance que vous avez constituée par votre travail et par le travail des autres, beaucoup, hein, évidemment. Mais qu'en faire? C'est une question qui se pose et donc pour votre question, ces nouveaux, ceux qui réussissent, ceux qui se font une belle situation, une belle fortune professionnelle, ce qui les rassemble presque tous, sinon tous, c'est comment transmettre le flambeau, comment créer une dynastie. Et voilà. Pour continuer un tout petit peu, mais pas très longtemps, hein, je vous rassure, cela nous a fait penser avec Monique qu'en fait nous avions maintenant en France une noblesse d'ancien régime qui existe toujours, qui a toujours des familles vivantes, mais que nous avons surtout ce que nous avons appelé dans certains articles, dans certains livres, surtout une aristocratie de l'argent. C'est-à-dire que cette idée qu'il y a une aristocratie de l'argent rend compte pour une part de la violence dont j'ai parlé tout à l'heure, enfin, et du fait que il y a une sorte de fatalité à ce que ça dure, parce que tout le système engendre ces dynasties, engendre cette continuité dans la richesse, engendre la difficulté pour ceux qui veulent tenter leur chance, la difficulté énorme que cela représente. Nous sommes dans une société où il vaut mieux être héritier que pas héritier. Merci beaucoup. Alors, je décale un petit peu le propos pour essayer de replacer la violence des riches dans l'ensemble de votre trajectoire et de vos travaux, aussi pour essayer de donner le plaisir du retour en arrière. Hein. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ma formation sociologique était pleine de trous, donc j'ai commencé par la fin. Mais c'est bien de remonter le temps aussi, et puis ça fait voir à la fois l'évolution de votre travail et puis l'évolution de votre objet aussi. Alors, ma question, elle est tirée d'une contribution, j'aurais dû le projeter plutôt que de l'apporter, le livre d'un livre collectif qui s'appelle Des sociologues sans qualité, point d'interrogation, qui avait été dirigé par deux jeunes sociologues qui s'appellent Delphine Naudier et Maud Simonet, où vous aviez fait une contribution qui s'appelait La grande bourgeoisie, un objet de recherche militant, point d'interrogation là aussi, et où vous reveniez sur la réception, disons, professionnelle, quoi, celle des chercheurs en sciences sociales de vos travaux. Et je voulais savoir si vous pouviez revenir un peu là-dessus, c'est-à-dire que, sans trop dévoiler le contenu de ce chapitre, il donne l'impression que les obstacles en fait venaient plus, peut-être au début, ou même quand vos travaux ont commencé à être publiés, qu'il y avait déjà un certain nombre de livres, venaient plus du milieu professionnel, quoi, qui accueillait ça de manière un peu mitigée ou condescendante, plutôt que du milieu d'enquête lui-même, où on a l'impression que la réception était plutôt meilleure. Et puis c'est une double question. Dans ce livre, vous prévenez un peu la lecture peut-être un peu facile qui consisterait à dire que dans vos travaux, vous avez commencé par des ouvrages de recherche classiques et puis sur la fin, vous avez fait des livres en public. Vous dites non, en fait, Le Président des riches, ça n'est qu'en apparence notre livre le plus engagé. Vous lancez sur ce double aspect. Parfait. Alors, en 1986, c'est un peu sur un coup de colère qu'on décide, Michel et moi, de travailler ensemble. On avait déjà pas mal travaillé ensemble à Lille, on essayait de s'épauler. On s'épaulait avec d'autres amis qui sont maintenant parfois disparus, comme Didier Kowalewski, un ami à plusieurs qui sont ici. Voilà, on avait déjà tissé un peu de la solidarité. Et puis, avec Michel, on avait... ça, comme ça ? Moi, si c'est mieux. Ah ben moi, je sais pas, c'est les gens qui vont dire. Non ? C'est bien. Ah, c'est mieux ? Ah, si, ça c'est pour toi. Ah, non, mais pour vous. C'est vous le principal, moi, c'est tout. C'est bon ?
Alors donc on continue, puis si ça ne va pas, vous le direz. Et donc on s'est dit, parce qu'on était en colère contre le fait, on était des sociologues spécialistes de l'urbain, donc de la ségrégation urbaine, tous les deux chacun de son côté, parce qu'on vivait avec des contrats. Même quand on est chercheur au CNRS, on ne vous paye pas vos photocopies, vos frais d'enquête, donc, et c'est très bien. Il faut aller chercher des contrats dans les administrations, ça vous oblige à sortir de votre tour d'ivoire, et c'est très bien, j'ai rien à redire avec ça. Simplement, les contrats de recherche vous poussent à aller dans les cités défavorisées, à aller chez des chômeurs, là où il y a des problèmes sociaux que les administrations et que le financement public doit résoudre. Et on participait, Michel et moi, puis avec Bruno et plein d'autres gens qui sont ici, à des tas de colloques sur les problèmes de la ségrégation. Toujours on parlait de la domination de classe, des rapports de domination, mais en parlant exclusivement à pratiquement 100%, uniquement des dominés. Et donc nous, on s'est dit avec Michel, on en a assez, le contribuable nous paye nos salaires chaque mois, nous deux, on a la chance de bien s'entendre, on devrait s'arrêter de continuer dans cette lignée, on devrait travailler sur les dominants. Alors on avait de la chance parce que le directeur de notre laboratoire, Paul Rendu, était issu d'une dynastie familiale de Neuilly. Alors lui, il était en contradiction, il est toujours communiste, et il nous disait, moi, le jour où vous déciderez tous les deux à vous mettre, à mettre vos souliers vernis et à aller travailler à Neuilly, je vous aiderai et vous commencerez par ma famille et vous ne serez pas déçus. Et effectivement, nous ne l'avons pas été. Donc voilà, mais alors ce qui s'est passé, à notre grande surprise, c'est que d'une part, nous n'avons pas trouvé de financement tout de suite. Après, Michel a parlé d'une banque privée, après on a trouvé, on s'est un peu débrouillé. Mais là, rien du tout. Pour se mettre à ouvrir, on est des chercheurs, on est donc payé pour chercher, et en principe, vous êtes d'accord avec moi, pour trouver quelque chose. Et bien là, on décide avec Michel de chercher et de trouver, d'ouvrir un espèce de chantier scientifique, très peu, à part Bourdieu, quelques gens autour de Bourdieu, très peu travaillé par les sociologues. Eh bien, pas de contrat, pas d'aide financière, rien. Donc on part tous les deux et on dit ben, c'est tout, c'est nous qui allons le financer. Pourtant on n'était pas très riches à cette époque. C'est nous qui allons le financer sur nos salaires. Non. Enfin, vous, j'ai l'air. Maintenant, vous avez créé une dynastie. Et donc voilà. Et donc dans les beaux quartiers, alors c'est ça qui a été la surprise, on fait nos entretiens, et puis après 2 ans d'entretien, je dis à Michel, écoute, je fais partie d'un groupe de travail où il y avait la femme de Patrick Rothman qui faisait partie de ce groupe de travail, et je lui dis, je crois qu'on doit pouvoir écrire à Patrick Rothman, donc il dirigeait une collection au Seuil, l'épreuve des faits, et je suis sûre que le travail qu'on fait, avec la commémoration de la Révolution française qui va avoir lieu en 89, je suis sûre qu'on devrait pouvoir être édité au Seuil, parce que vraiment montrer que dans la France républicaine, qui a 2 siècles de révolution derrière elle, nous sommes toujours gouvernés et que tous les pouvoirs sont concentrés massivement dans des familles d'héritiers, dans les 200 familles, je sais pas, voilà, des tas de familles de la noblesse, même d'Ancien Régime. Ça va faire désordre notre truc, mais on va trouver un éditeur. Et en effet, Michel ne voulait même pas signer le synopsis, qui faisait 4 pages, et puis finalement je suis arrivée à le convaincre, et 3 jours après, coup de téléphone, mes amis, vous passez au Seuil le plus vite possible, et on signe un contrat d'édition. Alors je ne dis pas tout ça pour faire ma maline, mais c'est simplement pour vous montrer, alors qu'avant on était édité chez Anthropos, l'Harmattan, et encore il fallait supplier le CNRS de nous donner des millions de francs pour apporter, que ça ne coûte rien à ces maisons d'édition, apporter des subventions. Là, 4 pages, pas terribles, de nous 2 pauvres inconnus, tout de suite, contrat d'édition au Seuil. Alors du coup on se met à bosser comme des dingues et on sort notre livre. Et là ça a été, c'est vrai, une déconvenue pas du tout attendue,
parce que nos collègues sociologues ont été extrêmement critiques avec ce travail. Alors extrêmement critiques, on l'a écrit dans notre journal d'enquête, tout ça, Voyage en grande bourgeoisie au PUF, sans donner de nom de collègues, parce que ça n'avait strictement aucun intérêt, parce que les critiques étaient tellement massives et elles allaient toujours toutes dans le même sens, qu'on s'est dit, ça ne sert à rien de dénoncer quiconque, c'est un fonctionnement des intellectuels au CNRS, qui ne veulent pas voir qu'il y a une classe sociale au-dessus d'eux, une classe sociale qui est même plus cultivée qu'eux, qui est dans le cumul de l'argent, de la culture, des réseaux sociaux et de la richesse symbolique, avec des châteaux classés monuments historiques, des corps de classe, des pattes franches, de tenues de porc de tête altier et tout ça. Alors que nous, on avait plutôt tendance à être un peu avachis, courbés par le poids du travail, je sais pas, le poids de vie pas toujours marrante. Alors ça, l'idée du cumul, insupportable. Et puis, les critiques, et je m'arrêterai là, les critiques ont changé complètement de genre. Avant, quand on construisait des indicateurs de ceci, de cela pour apprécier la ségrégation, on avait des critiques, disons, d'ordre scientifique. Les gens se mettaient dans notre peau, dans nos hypothèses de recherche, et puis ils disaient, ben moi, tu vois, j'aurais fait plutôt ceci, j'aurais utilisé plutôt telle méthode, etc. Des choses, des discussions entre scientifiques. Tandis que là, tout a changé, on est passé sur un registre moral, comme quoi on était trop gentil avec les dominants, on était fascinés, puis c'était pas un problème, d'ailleurs on n'avait pas de contrat, on n'avait pas d'argent, puisque travailler sur les riches, pour des chercheurs du CNRS, à quoi ça allait servir pour régler les problèmes de chômage? Eh bien, vous voyez aujourd'hui, vous êtes nombreux, et nous, ça nous fait drôlement plaisir, parce que finalement, le vrai problème de la crise que nous traversons aujourd'hui, eh bien, ce sont eux, et exclusivement eux. Et quand monsieur vous parlez des risques, bien sûr qu'il y a des gens riches qui prennent des risques, mais qu'est-ce que c'est que ce risque à côté des ouvriers auprès desquels Michel a travaillé dans les Ardennes, qui sont là à porter des tonnes de métal en fusion auprès d'un feu qui risque de les tuer, et il y a beaucoup d'accidents du travail. Moi je dis que les risques que prennent les financiers, on s'en tape. Ils doivent les assumer. Voilà. Voilà, je m'arrête parce que sinon je m'emporte. Allons-y, fort. Je vais essayer sans micro, est-ce que ça va? Non. On va peut-être remettre l'autre en circulation. Il est parti, oui. Il y en a un, oui. C'est pour ça. Merci beaucoup. Bon, je vais faire le package, je crois, parce que en fait, c'est une triple question de questions qui sont liées. Je pense que c'est intéressant d'avoir introduit sur l'année 2008, qui est une année charnière, puisque quand on parle de violence de riches, on parle aussi d'un réveil d'une certaine lutte sociale et d'une certaine lutte de classe. On est dans une situation actuellement où la croissance est totalement atone, ce qui veut dire que l'enrichissement ne peut plus être issu d'une augmentation de production, mais il ne peut être issu que de transferts. Et on constate, à mon avis, depuis justement cette crise, que le transfert se fait de façon majoritaire par un transfert des classes pauvres vers les classes riches. Je prends un exemple très simple. Là, je fais partie de la coordination des intermittents du spectacle, donc ce qui nous a obligés à nous intéresser à la question de la réforme du chômage, l'accord qui vient d'être signé par le MEDEF et par certains syndicats. Et on se rend compte dans cet accord, en allant au-delà de la simple question des intermittents, qu'il y a une culpabilisation du fait d'être chômeur, et que le chômeur doit payer d'abord sur ses ressources propres avant que la société prenne une part. Et ça, c'est valable aussi sur des plans sociaux. Les plans sociaux qui sont souvent initiés également pour des raisons financières. Donc, moi, ma question, c'était justement votre avis sur
cet enrichissement par transfert de richesse des pauvres vers les riches. Ensuite, la deuxième question, c'est comment ça se fait que nous, on accepte et qu'on est aussi passif vis-à-vis de cette situation-là. Et là, je voudrais vous interroger sur la collusion qu'il peut y avoir entre pouvoir économique, pouvoir politique et pouvoir médiatique. Je fais référence au film qui a été initié par Franck Alini, Gilles Balbas, mais je ne sais plus qui était le troisième. On a la chance sur l'île de bien connaître Gilles, hein, on le rencontre assez souvent. Sur les nouveaux chiens de garde, on voit cette collusion et on voit l'acceptation, et nous on s'en rend compte quotidiennement aussi dans notre lutte, la désinformation qui existe autour de ce que nous on défend est absolument surréaliste. Et le contraste qu'on a, c'est que le jour du premier tour des élections, il y a très peu de personnes qui en ont parlé, mais pendant qu'on était en train de remplir notre devoir électoral dans les urnes, puisqu'il paraît que c'est notre devoir électoral, à Madrid, il y a des gens qui avaient marché pendant 3 semaines, qui se sont retrouvés à 2 500 000 personnes dans les rues de Madrid, et ça s'appelle la Marcha de la Dignitas. Je suis désolé, je suis un peu espagnol, donc désolé pour l'accent. Mais on parle de dignité, simplement, pour réclamer le fait d'exister. Voilà, donc c'était les 3 volets. Ouais, j'en ai senti que 2, mais merci beaucoup. Je glisse juste quelque chose, puisqu'on parle de Gilles Balbastre avant d'oublier. Il fait partie d'une nouvelle association qui vient de se créer, qui s'appelle NADA, N-A-D-A. Je vous laisse aller chercher ça, il y a un site internet, on peut donner, on peut soutenir, tout ça. C'est important, voilà. Tu passes le... Allez. Bon, vous avez développé pas mal d'aspects. Je pense que on peut peut-être ramasser cela, pour moi c'est une approche possible, sur le rapport des citoyens à la réalité économique et sociale. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aujourd'hui une complexité très grande, des formes d'enrichissement qui échappent même à l'entendement. Vous savez que vous avez on parle en ce moment de du fonctionnement des marchés financiers par ordinateur avec des algorithmes, ce qui veut dire tout simplement que c'est l'ordinateur qui a des données enregistrées, il y a des modèles qui, dans telle situation, vont faire que l'ordinateur va lancer un appel d'offres, un appel d'achat ou de vente sur tel ou tel bien, mais ceci se passe dans des fractions de secondes, en des fractions de secondes, c'est-à-dire que la construction du logiciel, du fonctionnement de l'ordinateur, ensuite ça part tout seul et c'est incontrôlable. Et il y a de très grandes interrogations là-dessus. Par rapport à votre intervention, on voit bien qu'il y a un monde, qu'il y a une distance énorme entre ces manières d'enrichissement, ces formes d'enrichissement, et l'idée basique, enfin, mais dans un sens positif, de l'enrichissement par le travail, et l'enrichissement des patrons d'industrie ou des patrons d'entreprises diverses par, certes, leur travail à eux éventuellement, mais aussi et surtout par le travail des salariés, donc, dont on ne paye qu'une partie du travail, de la valeur de leur travail, puisque il y a un bénéfice qui est produit, etc. Donc il y a
là des relations que nous avons travaillées avec Monique. Il y a d'ailleurs un film intéressant, si vous pouvez le revoir, ça s'appelle Silence dans la vallée. C'est un film auquel nous avons collaboré avec Marcel Triat. Et Silence dans la vallée, c'est la fermeture des entreprises métallurgiques de la vallée de la Meuse et les drames que cela engendre, et y compris pour le patron de la boîte qui va fermer, et qui est fermé d'ailleurs à la fin du film. Et il y avait une proximité à cette époque-là, parce que c'est des entreprises qui remontent loin, il y avait cette proximité entre la direction de l'entreprise, les travailleurs. Même chez les Vindel, vous aviez le château qui était le château de la Brouchetière, qui était au-dessus des ateliers dans la vallée qui produisaient de l'acier. Et les enfants de Vindel savaient très bien d'où venait la richesse de la famille. Ça venait des usines de la vallée. C'est là où se créait la richesse. Ils le savaient. Et Monique a fait l'interview d'une jeune femme qui a des enfants et qui se posait la question de savoir comment elle allait expliquer à ses enfants, Vindel aussi, des héritiers, comment se fait-il qu'ils sont riches à ce point-là, cet argent qu'ils ont et ces ressources qu'ils ont avec cet argent, d'où ça vient. Maintenant, elle n'est plus au château de la Brouchetière, elle est à Paris, elle fait autre chose, elle est dans d'autres... Mais il y a une perte, la financiarisation de l'économie, la financiarisation fait que les enrichissements sont plus dus à des jeux de marché qu'à la production elle-même. Tout cela est une manière de masquer la réalité des rapports sociaux. Les travailleurs aujourd'hui dans les entreprises sont loin de pouvoir maîtriser ce qui se passe au niveau des conseils d'administration, dans les financements et les processus financiers. Donc on a une société qui se scinde, qui se clive. Il y a ceux qui sont dans le coup. Et ceux qui sont dans le coup, ce sont ceux qui sont dans les salles de marché, qui sont dans le siège du Crédit du Nord pas du Crédit du Nord, du Crédit, enfin d'une banque, à la Défense. Il y a tout ce monde très fermé, très peu connu de la plupart des gens. Et puis il y a les travailleurs, les salariés qui triment et qui ne savent pas vraiment comment se débrouiller pour avoir prise sur quelque chose qui dépasse, qui semble dépasser. Et je crois que l'un de notre travail... Enfin, pourquoi nous, est-ce qu'on diffuse largement tous ces travaux? On essaye je vous ai parlé de films, et même une bande dessinée. Pourquoi? Parce que nous pensons que notre travail doit être diffusé de façon à ce que le plus grand nombre sache ce qui se trame, ce qui se fait, l'étendue des inégalités et des injustices. Merci beaucoup. Pas de main levée, alors je reprends la main. Si, des mains levées, pardon. Allons-y. Oui, bonjour, j'ai appris pas mal de choses dans votre livre sur la manière dont la bourgeoisie, l'avant-bourgeoisie se plie violente à la classe ouvrière, qui est normale, c'est évidemment ça. Peut-être pas maintenant, quand on questionne les ouvriers sur ce qu'ils sont majoritairement, ils disent pas qu'ils sont ouvriers, c'est devenu honteux, s'ils sont employés, techniciens. Là, ils n'ont pas raté leur coup, logiquement. Je voudrais aussi vous demander, ma question, si c'est encore une bourgeoisie nationale, cette bourgeoisie-là en France, parce que j'ai l'impression que ce qu'elle déteste aussi, c'est la nation. Je précise tout de suite que la nation, c'est pas rien.
aussi la bourgeoisie a tout fait pour faire passer la nation comme une saloperie réactionnaire, voire fasciste. La nation, elle s'est créée pendant la Révolution française contre la monarchie. Et le Front National, le vrai, c'était une organisation de résistance animée par les communistes. Et Le Pen appliquait le nom. Il ne faut pas tout mélanger. J'ai l'impression que cette bourgeoisie-là, qui domine la classe ouvrière de France, que ce soit des ouvriers français ou illégal, elle déteste la France de plus en plus. Elle fait tout pour l'écrabouiller. Elle est à fond pour l'intégration supranationale européenne. Pour la première guerre, c'est la communauté économique du charbon et de l'acier, qui a abouti à ce qu'on produit plus de charbon et d'acier en France. Et que le grand capital industriel allemand a plus de concurrence chez nous. Et puis ensuite, il y a eu les traités supranationaux qui transfèrent sans arrêt les souverainetés à Bruxelles, Rome, Maastricht, etc. Il n'y a plus de politique budgétaire possible en France, ça se fait en Allemagne, à Francfort, à la BCE. D'accord. Angela Merkel, l'année dernière, voilà, François Hollande est au pouvoir depuis bientôt 1 an, il n'y a toujours pas de réforme des retraites. Ça va durer longtemps. François Hollande lance une nouvelle réforme qui attaque les retraites. On voit bien quand même où est le cœur des décisions. Et Joschka Fischer, qui était ministre allemand des Affaires étrangères, a pu déclarer dans les années 90, allons-nous enfin obtenir, l'Allemagne va-t-elle enfin obtenir ce qu'elle a cherché à obtenir pendant 2 guerres mondiales, à savoir une sorte d'hégémonie douce sur l'Europe. J'aime bien le douce. On voit bien où est le pouvoir maintenant. Si on nous cite l'Allemagne en modèle, la grande bourgeoisie de notre pays n'arrête pas de nous citer le modèle allemand. C'est quand même extraordinaire. Est-ce que ces gens-là, finalement, sont encore français? Ernest-Antoine Seillière, quand il est devenu président de l'UNIS, le MEDEF européen, il a pris ses fonctions en disant « Je vais m'adresser à vous en anglais parce que c'est la langue du business ». Le MEDEF a publié, il y a 1 ou 2 ans, un livre qui s'appelle « Besoin d'air », AIRE, dans lequel il dit « Notre nouvelle patrie, c'est l'Europe, la France, c'est trop petit ». Beaucoup de patrons de ce pays se vendent parce que leurs conseils d'administration ne se font plus en français, mais en globish, c'est-à-dire en américain commercial. On impose l'anglais au cadre de plus en plus. Enfin, il y a une espèce de violence aussi contre l'identité nationale. Il ne faut pas s'étonner du coup si le fascisme monte, parce que quand on fait ça à un pays, ça fait monter le fascisme. Et le FN a l'habilité d'ailleurs de développer une rhétorique, je terminerai là-dessus, anti-européenne, mais si vous regardez son programme, le FN dit qu'il faut sortir de l'euro en accord avec l'Allemagne. On voit bien aussi pour Marine Le Pen qui est vraiment le chef. Donc voilà, est-ce que cette bourgeoisie, c'est encore une bourgeoisie française, ou alors est-ce qu'elle est intégrée, est-ce qu'elle est supranationalisée? Merci, en tout cas je vois que vous, de toute façon vous avez fait bon usage de notre violence des riches, qui effectivement, c'est pas seulement la violence économique que nous décrivons dans cet ouvrage, mais toutes les formes de violence linguistique, idéologique. Par exemple, vous avez commencé votre belle intervention par le fait que les ouvriers eux-mêmes ne s'appellent plus ouvriers, mais agents de territoire, je ne sais plus comment, enfin il y a de techniciens, voilà. Comment tu dis? Technicien de surface. Technicien de surface, voilà, c'est ça que je cherchais. Parce que pour mener la guerre économique et financière au peuple, il faut stigmatiser le peuple. Et vous verrez dans notre travail, justement, on montre comment, au lieu de parler d'un plan de licenciement, on parle d'un plan social. Au lieu de parler de la précarisation du travail, le Premier ministre socialiste, entre guillemets, Jean-Marc Ayrault, invente l'oxymore magnifique de flexi-sécurité, où on dit tout et son contraire pour créer du brouillard dans la tête des gens. Donc voilà, toute cette violence idéologique et cette violence linguistique, elle est extrêmement importante à comprendre, puisqu'on est donc dans une guerre qui est menée par une classe dominante, une classe de riches pour faire court, qui est effectivement profondément cosmopolite. La noblesse ne connaissait pas de nation, on se mariait entre différentes familles, et la bourgeoisie, ensuite, elle aussi, a toujours été profondément cosmopolite et internationale. Et on l'a montré avec un petit livre sur les Rothschild, Norbert Elias l'a montré avec son travail sur la société de cours, sûrement Bourdieu, enfin c'est quelque chose qui est... voilà.
Et là, aujourd'hui, avec, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, avec la création de cette Europe qu'on nous a présentée comme une Europe pour ne plus avoir la guerre, pour ne plus faire la guerre fratricide entre les peuples, une Europe de la solidarité et de la bonne entente, c'est en réalité construit, vous l'avez très bien dit, une Europe néolibérale et là je suis sociologue quand je dis ça, parce que c'est bien entendu une classe oligarchique qui mêle à la fois le pouvoir économique et financier, le pouvoir politique et le pouvoir médiatique. Et quand je dis pouvoir médiatique, j'y inclus toute la violence idéologique et la violence linguistique qui est nécessaire pour asservir les classes moyennes et les classes populaires. Et alors du coup, je reprends ce que vous disiez. Et donc vous avez tout compris. Là maintenant, la démocratie, mais là encore, excusez-moi de parler comme ça, mais ils s'en tapent. Ils avancent sous le masque de la démocratie. Mais vous les avez vus lutter contre l'abstention? Et pour lutter contre l'abstention, il y a deux réformettes à potentialité révolutionnaire. Les projets de loi sont tout prêts, ils n'ont jamais été discutés à l'Assemblée nationale. Le vote obligatoire, accompagné de la comptabilisation des votes blancs dans les suffrages exprimés. Là, vous n'avez plus d'abstention. Simplement, vous allez vous retrouver aux élections présidentielles, une barre Nicolas Sarkozy, une barre François Hollande, et puis une immense barre les votes blancs. Parce qu'on ne se reconnaît plus dans cette offre politique. Alors, voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Alors oui, les traités, vous en avez parlé. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que depuis 2008, ils sont arrivés à transformer une dette privée, une dette qui est de leur seule et unique responsabilité, de la spéculation effrénée, en une dette publique que nous, les gens des classes moyennes et les gens des classes populaires, nous devons rembourser et que nous remboursons. Mais on marche sur la tête. Et donc, une fois, si ce soir, même si nos propos peuvent vous paraître choquants, voire parfois, moi je m'emporte, agressifs, incisifs, impertinents, eh bien, une fois que vous avez adopté nos lunettes, oui, ce sont ceux qui cumulent toutes les richesses et tous les pouvoirs, cette classe-là qui, à l'échelle du monde, mène la guerre aux classes moyennes et aux classes populaires de tous les pays du monde, eh bien, vous verrez que vous ne pourrez plus changer de lunettes. Parce que chaque jour, avec ces lunettes-là, votre vie va se transformer en un polar et vous aurez chaque jour un épisode frétillant à vous mettre sous les yeux. Alors, je fais juste je regarde d'ensemble. Bon, ok. Allez-y. Il est là. Ah, vous commencez? Ok, vous ferez circuler. Alors aujourd'hui, nous citoyens avons les moyens de nous organiser, de coopérer. Car nous sommes les bras qui faisons tourner les usines, nous sommes les consommateurs qui achetons leurs produits et nous mettons nos économies dans leurs banques. Sans nous, que deviendrait leur richesse? Pourquoi n'arrivons-nous pas à mettre en place une coopération capable de se soustraire de ce système capitaliste? Michel, vous disiez tout à l'heure, nous n'avons pas prise sur quelque chose qui nous dépasse. Et comme disait Raymond Aubrac, ce grand résistant, comprendre c'est rendre la lutte possible. Alors moi j'ai une petite réponse à ma hauteur de citoyen. Donc nous sommes en train de mettre en place un festival à Lille qui s'appelle Alternativa. C'est un festival pour et par les habitants qui aura lieu le 4 octobre 2014. On veut montrer à chacun des solutions à hauteur de citoyens pour changer la donne et œuvrer pour l'humain et l'environnement. Ces solutions qui existent déjà près de chez nous, elles ne demandent qu'à être mises en valeur. Rejoignez-nous, voilà. Merci. Lui, il avait déjà posé une Alors, question. dans la réponse que vous avez fait sur la personne que vous avez étudiée, donc les riches,
est-ce que c'est le propre de l'être humain de se comporter comme ça dès qu'il est en cumul de richesses? Avez-vous rencontré des gens qui, à un moment donné, étaient confrontés à ce potentiel de pouvoir et qui ont adopté un autre comportement que celui qui est décrit? Ensuite, à la lumière de ce que vous observez, il y a une forte concentration des richesses au moins de bonnes personnes. Ça s'est amplifié. Selon vous, jusqu'où ça va aller et qu'est-ce que ça risque d'engendrer et est-ce que ça ne va pas vraiment se casser parce qu'il va y avoir un tel déséquilibre que ça ne peut pas être autre? Voilà. C'est lié ou pas? Pas vraiment. Non, on va faire après. C'est effectivement une question qui se pose, celle de savoir s'il y a une propension de l'être humain à s'enrichir, à devenir plus puissant, plus fort, plus dominant. C'est pas systématique, c'est-à-dire que nous avons, au cours de nos pérégrinations dans cet univers, rencontré des personnes qui étaient nées dans ce monde et qui avaient refusé de vivre dans ce monde. Mais les quelques cas que nous avons connus montraient que c'était un peu une folie de jeunesse et que avec l'âge, finalement, on rejoignait le giron familial. On a un exemple très précis de la fille d'un homme d'affaires important qui a eu des responsabilités dans des entreprises de commerce, qui avait une belle fortune, et dont la fille a eu une relation avec quelqu'un qui n'était pas du tout de cet univers, dont elle a eu un enfant, une petite fille. Ça se fait pas tellement. Un enfant avant le mariage, ça se fait pas beaucoup dans ce milieu. Et si ça peut se faire avec quelqu'un qui était de conditions très modestes, alors là, ça ne va pas du tout. Pour des raisons qui ne sont pas tellement si morales que ça, c'est pour des raisons de transmission et de continuité de la dynastie. C'est-à-dire que là, la dynastie est mise en difficulté avec quelque chose qui cloche par rapport au système de la reproduction de la famille. Et cette jeune fille est allée vivre sur une péniche avec sa petite fille, assez quelques années. Mais au bout de ces quelques années, finalement, elle a mis sa petite fille dans une école privée du 16e arrondissement très, très cotée, pour la bonne société. Et finalement, elle a, dans la même démarche, rejoint la famille et on était ravis de la récupérer. On lui a offert dans l'immeuble familial la jouissance d'un appartement, parce qu'on a encore à Paris des immeubles familiaux qui appartiennent à une famille où sont logés des cousins, etc. J'ai rencontré un journaliste de Libération qui était aussi de ce milieu, qui avait en 68 rué dans les brancards et qui, au bout d'un certain temps, finalement se disait quand même le bassin d'Arcachon c'est pas mal, je vais retourner cet été dans la villa familiale et peut-être que je vais même participer aux régates sur le bassin d'Arcachon, c'était des bons moments. Et comme ça, il est revenu aussi dans le giron familial. Ce que je veux dire avec ces exemples vécus, concrets, c'est que avec la jeunesse, il y a des problèmes. Et il y a des jeunes qui ruent dans les brancards, qui n'acceptent pas. Mais c'est extrêmement rare
qu'il n'y ait pas une récupération par le milieu familial, parce qu'il y a la logique dynastique, la logique du nom aussi. Ces dévoyés portent l'une des richesses du milieu, l'une des richesses on n'en a pas parlé encore beaucoup, qui est la richesse symbolique, et qui fait que ce milieu a des signes qui montrent l'excellence. Et l'un des signes, c'est le nom. Parce que le nom, lorsque vous appelez Wendel ou, je ne sais pas moi, aujourd'hui, Pinault, par exemple, bon, on sait que c'est le Pinault de la famille Pinault qui est riche. Ce nom est porteur d'un certain d'une force symbolique sociale. Et bon, alors donc les jeunes là, dont je vous ai parlé, enfin ce sont de petits exemples, c'est anecdotique, mais ces anecdotes ça a été vécu, enfin c'est comme ça que c'est passé, et il y a une très forte capacité de récupération des dévoyés, je ne sais pas, il n'y a pas de terme de dimension morale dans ce que je dis, mais de dévoyés, de gens qui n'ont pas suivi la voie normale. Donc, on les rattrape parce que ils portent le nom, ils sont quand même de la famille, et il faut faire tout pour les réinsérer dans le milieu familial, être un héritier de ces familles. Et puis les familles elles-mêmes sont toujours prêtes à réinsérer dans le cadre familial ceux qui se sont un peu perdus. Voilà. Merci. Il y avait une question de monsieur, il y en a une là-bas après aussi. Bonsoir. Merci d'avoir salué la mémoire de Cova, Didier Kovacsy. Manipulation du langage, c'est un trait d'organisation commun aux nazis et aux riches dominants. Comme on le voit par exemple dans le film La question humaine de Klaus, d'après le livre éponyme Sauf erreur d'Emmanuel André. Est-ce que vous avez des éléments pour enrichir, par exemple, l'essai de Feu René Centrin, Défense et illustration d'un novlangue, avec leur novlangue? Et par exemple, est-ce qu'ils font usage du mot gouvernance, ce mot qui me gonfle et que j'entends beaucoup trop d'universitaires et de chercheurs reprendre comme des perroquets qui effacent les mots antérieurs, gouvernement, qualité démocratique et toutes ces vieilles lunes. Est-ce qu'il l'emploie aussi, celui-là? Alors, bien sûr, ces gens-là pratiquent une novlangue qui doit aboutir à paralyser les velléités de changement. Parce qu'au fond, cette classe-là, elle ne cherche pas à ce que vous reconnaissiez comme juste les inégalités qu'elle génère, la violence à laquelle elle aboutit, avec 9 millions de personnes qui en France vivent en dessous du seuil de pauvreté, tandis que d'autres accumulent des dizaines de millions d'euros par an. Donc, ils savent que les riches ont fait sécession, ils savent que la société est clivée, et leur problème, alors ça répond un petit peu à votre question précédente, et jusqu'où ça va aller, ça va aller jusqu'à l'élimination, si possible, de tous ceux qui sont en trop sur cette terre. Et pour cela, cette violence-là, il faut évidemment qu'ils ne la vivent pas comme telle. Alors, pour cela, et ça on le décrit dans le livre La violence des riches, ils utilisent le marxisme à l'envers. C'est-à-dire que, au fond, et nos travaux les y ont aidés, c'est les paradoxes aussi de ce type de recherche, où nous avons montré qu'aujourd'hui, dans la France actuelle, il n'y a plus qu'une seule classe au sens marxiste du terme, c'est-à-dire une classe en soi, avec des modes de vie, des niveaux de richesse qui font que c'est une classe objectivement,
mais que c'est aussi une classe subjectivement, parce que c'est la seule et unique classe qui a conscience d'elle-même et conscience de ses intérêts. Et elle est dans la mobilisation de tous les instants, d'ailleurs, pour défendre ses intérêts de classe. Et donc, pour cela, il faut qu'elle se persuade, qu'elle soit persuadée, qu'elle travaille pour le bien-être de l'humanité. Et je cherche la citation de Paul Nizan que nous avons mis en exergue, mais comme je vais faire la jeune fille, évidemment, je n'ai pas mis les lunettes, donc c'est toi qui vas la lire. D'accord, je vais essayer de faire honneur à Paul Nizan. La bourgeoisie, travaillant pour elle seule, exploitant pour elle seule, massacrant pour elle seule, il lui est nécessaire de faire croire qu'elle travaille, qu'elle exploite, qu'elle massacre pour le bien final de l'humanité. Elle doit faire croire qu'elle est juste, et elle-même doit le croire. Monsieur Michelin doit faire croire qu'il ne fabrique des pneus que pour donner du travail à des ouvriers qui mourraient sans lui. Donc les chiens de garde, 1932. 1932, c'est magnifique cette phrase. Et donc aujourd'hui, vous avez exactement le discours des dominants qui se présentent sur les plateaux de télévision comme les bienfaiteurs de l'humanité, comme les créateurs de richesses. Imaginez les créateurs de richesses, les créateurs d'emplois. Et bientôt, je finis de répondre à votre question. Il n'est pas impossible que nous arrivions à ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre, c'est-à-dire des travailleurs qui travaillent pour 0 centime d'euro, pour simplement avoir un travail avec les avantages sociaux, avec aussi les repères identitaires, enfin, etc. Donc la spirale de l'enfer pour le peuple, avec les systèmes des traités européens, avec cette inversion de la lutte des classes à la faveur des plus riches, qui seraient les bienfaiteurs, les créateurs de richesses, qui seraient désormais les dieux sur terre. Alors je dis Dieu sur terre, parce que du coup je fais le lien avec ce qu'a dit le pape François dans son exhortation apostolique là, au début du mois de janvier 2014. Il a dit: les ouvriers sont passés du statut d'exploité à celui de déchet. Et là, sa colère contre la violence de ce qui se passe aujourd'hui sur la Terre, bravo, nous on a beaucoup apprécié. Alors on ne sait pas ce qu'il en fera de tout ça, mais n'empêche que les mots sont incroyablement justes, et donc vous voyez que les classes populaires, les classes moyennes, on est capable, y compris au CNRS, en acceptant tous ces termes de gouvernance, sans aucun esprit critique, en étant des brosses à reluire, avec des discours pseudo-critiques, mais des brosses à reluire des puissances qui font le... Enfin bref, je ne sais plus quoi dire. Le malheur du monde. Le malheur du monde, merci. Voilà, et bien il y a aussi une responsabilité des intellectuels. On devrait être beaucoup plus nombreux à faire de la sociologie engagée, à être là dans les villes de France, à vous apporter ce que vous nous avez donné en nous permettant d'être chercheurs au CNRS. Et j'en profite pour vous remercier. Il y a quelqu'un qui a oublié son réveil ici, c'est assez perturbant. Hein. Je commence à me dire que c'est une bombe en plus, c'est paralysant. Non, jetez le manteau. Bon, excusez-moi, je prends ça pour savoir si ça vient de là. Oui. Non, mais c'est une bombe. Voilà, si quelqu'un pense avoir un réveil, alors, question là, il y en a là-bas, bon, il faut... Oui, c'est bon, on a un peu le temps, petite demi-heure. Je vous laisse vous distribuer la parole. Pardon. Quand même, citer le temps, c'est pas il y a d'autres tournées. Oh non, mais il aurait été trop content. Allons-y. Donc, il y a deux questions qui sont courtes, si vous voulez. La première, c'est les lunettes. Vous n'avez pas les lunettes, vous gardez mettre les bonnes lunettes pour voir les choses telles que vous les voyez. Donc, dans la salle ici, a priori, tout le monde a les bonnes lunettes. Non. Le problème, a priori, le problème, c'est que la majorité des gens n'ont pas ces lunettes-là. Donc, comment s'en sortir? C'est la première question. Et la deuxième, je suis un économiste qui a quitté depuis longtemps ce monde.
Comment ça? Ce monde des économies. Si vous voulez, au fonds de pension américain. Hein. Le fonds de pension américain, c'est des gens comme nous, de classe moyenne, et ces fonds de pension font tourner le système dans le sens, si vous voulez, des riches. C'est-à-dire qu'indirectement, sans le vouloir, hein, les couches moyennes américaines, toujours, font tourner le monde dans le sens d'une classe riche. Donc comment sortir? On est dans le système sans le vouloir. Merci beaucoup. Alors on est perturbé par... On est perturbé par ce bruit là qui est très... sabotage. C'est du sabotage. Voilà. Ah, la réponse c'est la propriété, c'est le vote. C'est bon. C'est bon, ça a été sorti. Ah, vous avez, sur les fonds de pension, etc., vous avez... En fait, ça rejoint une question un peu qui a circulé depuis tout à l'heure, c'est un peu la question du produit de la violence symbolique, c'est-à-dire la question du consentement, quoi. Comment se fait-il que le consentement soit aussi massif? Alors d'ailleurs, j'embraye un peu là-dessus, mais je pense que vous pourrez répondre de manière groupée. Est-ce que quand même vous avez l'impression, pour essayer de se donner un peu de courage et de force, que vous avez laissé un héritage intellectuel, c'est-à-dire que la sociologie des classes dominantes se porte quand même moins mal aujourd'hui en France qu'en 86 quand vous avez démarré, qu'il y a de jeunes sociologues sur le créneau, etc. Est-ce que vous, voilà, même s'ils n'ont peut-être pas, disons, un rapport à l'espace public tout à fait, qui est tout à fait comparable au vôtre, mais voilà, quelle est votre position là-dessus? Tu répondras sur la deuxième? D'accord. Je voudrais dire un petit mot donc sur la sociologie engagée, sur les lunettes. Là, et, je crois que pour l'idée de lunettes, c'est pas de regarder avec des lunettes déformantes, mais bien de ne pas être ébloui par ce qu'on regarde. C'est en fait, il faudrait dire lunettes de soleil. C'est-à-dire ce qui se passe, c'est que la classe dominante travaille continuellement à travers les médias, à travers beaucoup d'éléments culturels. La classe dominante travaille à rendre son existence et ses activités comme intouchables, comme quelque chose qui va de soi et qui est tout à fait indispensable au fonctionnement d'une société. Et du coup, il y a une violence, dans le livre, la violence dont on parle, elle est très diverse. Il y a la violence symbolique aussi, c'est-à-dire il y a cette violence qui renvoie les catégories populaires et moyennes même à leur supposée médiocrité, c'est-à-dire qu'il y a une élite. Le terme élite est très intéressant. Le terme élite, c'est de dire qu'il y a des gens qui sont supérieurs aux autres. Mais en quoi est-ce qu'ils sont supérieurs? Est-ce que le fait d'avoir eu la chance d'avoir des parents à l'aise, etc., qui lui ont fait ce qu'il fallait pour que vous arriviez à réussir les concours qui sont certes effectivement difficiles, mais les concours d'entrée aux grandes écoles, vous passez par l'ENA et vous faites une belle carrière. Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui a un mérite personnel? C'est, comme je l'ai dit un peu au début, c'est tout simplement l'héritage. L'héritage, il n'est jamais seulement l'héritage d'une richesse matérielle. Il est aussi héritage de tout ce qui va avec, c'est-à-dire toutes les relations de la famille et puis tous les biens, y compris en particulier culturels, qu'elle peut posséder. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question. Pas vraiment. Simplement, ce que je voulais dire, si vous voulez, c'est que on voit toujours le monde avec des lunettes. Quoi, hein. Je ne serais pas d'accord avec l'idée de soleil. Hein. Simplement, oui, on voit toujours le monde avec des lunettes. Si vous voulez, au cours des siècles, les lunettes ont changé. On voit le monde différemment. Hein. Et quand on est sociologue ou économiste, effectivement, on peut avoir des lunettes plus ou moins ajustées, voire plus ou moins floues. Et on voit toujours un peu flou, mais il vaut mieux voir le moins flou possible. Le problème, c'est que les gens qui ont ces lunettes, si vous voulez, où on voit le moins flou possible, sont très très peu nombreux. Donc on ne voit pas comment changer.
Oui, d'accord. Bon, alors je serai... j'essaie... oui. Comment évoluer sur ce plan? Je pense qu'il y a nécessité de développer, redévelopper ce qui a existé autrefois beaucoup plus qu'aujourd'hui, ça existe encore, mais enfin, sont les écoles, les éléments de formation interne aux partis politiques, aux syndicats, aux associations. Il y a une nécessité de développer une éducation permanente qui soit une éducation permanente pour ouvrir les yeux, hein, pour démonter les mécanismes de l'exploitation aujourd'hui. Hein. Donc voilà, je crois que c'est un des éléments. Et nous, ce que nous faisons, en fait partie d'une certaine manière. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on essaye de diffuser le plus largement possible ce que l'on fait. Et nous pensons que cela peut ouvrir les yeux. Sur cette question, on peut peut-être revenir sur le film d'ailleurs, sur Le Bonheur des riches, qui était un moyen de... Oui, de toute façon, la BD, les documentaires, tout ça, on essaye justement de changer un petit peu les lunettes, montrer des choses un peu différentes en fonction des différents supports. Et voilà, mais je pense qu'il y a quand même un vrai déficit de connaissance de ce qui se passe tout là-haut. Même nous, si vous voulez, on fait les malins là ce soir, mais en réalité, on est parti comme ça sur un coup de colère. On était aidé par le directeur de notre laboratoire pour les premiers entretiens sur Neuilly. Et puis, on a tenu notre hausse. Vous vous rendez compte, depuis 1986, vous avez dit, Grégory, 15 livres. Moi, je crois, j'ai essayé de recompter. Une bonne c'est quinzaine. 18. Je crois 18, parce que ça coûte chaque livre, hein, au niveau du travail qu'il faut faire, surtout avec le bonhomme. Donc, voilà. Et ce qui est quand même, qu'on le veuille ou non, même parce que ce que je dis, c'est parce qu'on est deux. Et à deux, on est toujours plus fort. Et donc, on y est arrivé, mais uniquement, c'est pas grâce à moi, c'est pas grâce à Michel, c'est grâce à nous deux. Et quand, au CNRS, on nous a demandé quelques temps avant de partir à la retraite, là maintenant, la prochaine fois que vous passez, parce qu'on est examiné chaque année, la prochaine fois que vous passez devant le comité national, maintenant, nous, on ne plaisante plus avec vous, vous allez nous dire qui fait quoi dans votre couple. Et nous, on leur a envoyé un petit dossier, enfin une lettre de 10 pages, en leur expliquant que jamais on ne répondrait à cette question, parce que la question n'était pas bonne. Parce que dans la vie, moins par moins, ça peut faire plus. Hein, et que 1 plus 1 peut faire 3 ou 4. Il peut y avoir aussi une dynamique. Et que ce qui compte, c'est qu'ils évaluent notre travail. Ils évaluent les livres, notre production. Mais savoir individuellement qui fait quoi, nous sommes contre. Parce que nous nous battions, quand on était au CNRS, contre ce qu'ils appellent le management néolibéral, avec justement des injonctions contradictoires. On n'arrêtait pas de nous dire, faites des axes, des recherches collectives et tout ça. On se mettait tous ensemble, hein, Bruno, qui est là, Bruno Duriez, on a travaillé avec lui pendant des années. Et puis à la fin, enfin nous, notre groupe, on est arrivé à faire un rapport, mais bien souvent, les chercheurs finissaient par se disputer, puis il n'y avait rien du tout, parce que chacun cherchait à tirer son épingle du jeu, pensant à son évaluation individuelle qui allait lui tomber sur le bec à la fin de l'année. Donc voilà. Et donc je pense que le travail qu'on a fait sur les dominants est un travail qui a nécessité beaucoup de ténacité. Et puis, le fait d'être un couple nous a permis de nous intégrer à ce milieu. Parce que dès la première interview, on a été invités le soir même à dîner chez le premier de nos interviewés. Et on a compris qu'ils allaient gérer l'enquête sociologique
de façon mondaine. Et nous, ça nous allait très bien, puisqu'on était un petit couple, ça sera adorable, charmant, exquis et tout ça. Et puis nous, ça nous a donné plein d'occasions d'observation. Alors quand Grégory dit, avec raison, à juste titre, c'est vrai que vous êtes, j'ai l'air d'être un peu aigri parce que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment, compte tenu de la gravité de la situation, très honnêtement, je trouve que les intellectuels, les journalistes sont pas à la hauteur de la gravité de la situation. Et que ça, ils seront un jour face à eux-mêmes et ils le regretteront. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de très grave, de très menaçant. La bulle financière qui va éclater d'un instant à l'autre sera bien plus terrible que celle de 2008. Et donc, alors, les jeunes sociologues qui, sur nos traces, celle de Pierre Bourdieu, se lancent courageusement avec des enquêtes sur la grande bourgeoisie, sur les ghettos, sur toutes sortes de sujets, c'est très bien, ils existent, et nous, on est trop heureux d'avoir cette transmission. Mais si vous voulez, jamais ces chercheurs ou ces enseignants n'arriveront à faire une belle carrière avec ce sujet unique. On ne peut pas faire carrière avec les dominants dans les institutions universitaires et au CNRS. C'est juste pas possible. Et donc c'est contre ça aussi qu'il faut se battre dans les instances institutionnelles, dans les instances de gouvernance, on le dise. Voilà, parce que je pense que c'est très important. Et si on n'a pas la possibilité de travailler sur les dominants quand on est sociologue ou économiste, eh bien, ça pourrait être, nous par exemple dans notre laboratoire, j'aurais adoré que notre CSU accepte que chaque semaine, on consacre 1 heure aux dominants. Alors une semaine, ça aurait été nous deux qui aurions parlé, une autre semaine, ça aurait été un collègue qui travaillait sur les éditeurs, qui aurait fait l'effort de remonter jusqu'à La Martinière et d'autres, je me souviens plus de Bartilla, pour reprendre des noms de ce milieu. Un autre qui travaille sur les ouvriers de la sidérurgie, hop, il nous faisait un topo sur la famille Wendel. Ça aurait pu être une discipline extraordinaire. Mais vous voyez, Michel et moi, qui n'avions pas d'autres responsabilités dans notre laboratoire que de nettoyer le frigidaire et de faire les comptes que personne ne voulait faire, la trésorerie du laboratoire, eh bien, un beau jour, il y a un chercheur qui demande qu'on achète pour la bibliothèque le dictionnaire des ouvriers, la biographie des ouvriers... Métron, voilà. Pas de problème, pourtant ça coûtait cher parce qu'il y avait plusieurs tomes et tout, donc ça à l'unanimité, même nous on est ok, et voilà. Et puis ben, moi bêtement je dis ben oui, nous il y a 2 choses qu'on aimerait beaucoup avoir parce que ça coûte vraiment très cher, c'est le Wouzou. Le Botamondain, nos interviewés nous l'offrent, donc ça pas de problème. Mais le Wouzou qui coûte 500-600 euros, ça on ne peut pas se le payer, et ben si la bibliothèque de notre laboratoire l'achetait, c'était moins cher quand même que le Métron. Mais alors là, je peux vous dire, il n'en a pas été question. C'était juste pas possible. Et puis ben, finalement, c'est Michel et moi qui nous sommes achetés. Et nous continuons à nous acheter le Wouzou tous les 2 ans, parce que ça suffit. Ok, bon, je te laisse... Bonjour, je voulais apporter une petite anecdote que j'avais eue de la part d'une amie qui était au cabinet de Christine Lagarde en 2008. Elle avait des échanges avec ses collègues de travail qui, très sincèrement, estimaient qu'on pouvait très bien s'en sortir avec un SMIC ou moins. Et la différence qu'il y avait entre elle et eux, c'était les origines sociales, les lieux d'habitation, les lieux d'études, etc. Et en gros, l'ensemble de ses collègues avaient été nés, avaient évolué, avaient commencé à travailler en plein centre de Paris, en tout cas voilà, dans la ville même de Paris. Mais il y avait cette sincérité de, voilà, il n'y avait a priori pas de on ne se moquait pas du monde, il y avait cette sincérité. Donc je me dis, un peu plus général des élites, alors peut-être journalistiques ou politiques aujourd'hui, puisqu'on n'a pas proposé la question de la responsabilité des élites par rapport à cet aveuglement devant la gravité de la situation que vous évoquez. Est-ce qu'on doit finalement vraiment leur en vouloir, ou est-ce que ce n'est pas le simple fait de leurs conditions sociales qui les rend aveugles et qui, voilà, des choses étant ce qu'elles sont, elles ne peuvent pas connaître et donc éventuellement réagir à l'état des inégalités que vous évoquez.
Alors, c'est une grosse question, mais je vous propose quand même qu'on les groupe parce qu'il nous reste que 10 minutes et voilà, comme ça sera mieux. Oula, on va pas réussir à contenter tout le monde, je vous le dis tout de suite. Bonsoir, merci pour votre exposé. Alors j'aurais 4 remarques assez critiques, je vais être rapide. Première remarque, vous ne nous avez pas aidé suffisamment à réfléchir sur ce que c'est que la richesse. C'est un objet ambivalent. Ça peut susciter la réprobation critique, là, 10 sur 10, mais ça peut aussi mobiliser l'envie, la fascination. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles nous sommes ici rassemblés. Et donc, vous écoutez peut-être un peu la psychanalyse sur le rapport à la richesse. Pas seulement du point de vue de la réprobation critique, mais aussi du point de vue de l'envie, de la fascination. Deuxième remarque. Vous avez à juste titre souligné la dimension culturelle et sociale. Vous ne pouvez être que d'accord. Malheureusement, le débat est plus complexe. À mon avis, il faudrait faire intervenir quand même la sociologie de Max Weber, qui a montré qu'il y a une dimension de spiritualité. Vous raisonnez en termes français, en catholique. D'ailleurs, vous avez cité le pape, qui est par ailleurs très sympathique sur certaines de ses positions. Mais enfin, vous raisonnez comme des catholiques, dans un univers français. Or, en monde anglo-saxon, la richesse est perçue de manière différente. Si vous êtes riche et que vous êtes élu, ce n'est pas du tout du même rapport de domination. C'est-à-dire que vous êtes jugé sur l'usage que vous en faites. Et donc à tout le courant philanthropique et des fondations qui introduit une variable différente dans vos analyses. Troisième remarque, dont j'apprécie beaucoup, je vais être un peu dur, disons vos bonnes œuvres, vous faites il y a une générosité, mais il y a presque une naïveté confondante dans ce que vous faites. Et vous y êtes depuis 86. Pourquoi vous n'organisez pas la 500? On a besoin de vous. Pourquoi vous n'organisez pas la 500 qui nous aide à penser comment on passe de la violence réactionnaire, que vous avez très bien décrite, à la violence insurrectionnelle. Et vous savez comment c'est qu'il y a des sociologues qui l'ont fait. Je pense à Pierre David, puis j'ai eu l'occasion d'interviewer, etc. Troisième dernière remarque, vous avez cité 10-15 fois Bourdieu. Nous avons tous un grand respect pour l'œuvre de Pierre Bourdieu. Pourquoi vous n'avez pas cité des historiens qui travaillent depuis des lustres sur cette partie, notamment de la jeune génération, qui va porter vos idées plus loin, notamment dans le domaine de l'histoire? Là, il faut quand même rendre hommage au travail sérieux de Thomas Piketty, qui montre sur un siècle comment ce capitalisme s'est transformé et comment aujourd'hui nous devons nous battre avec d'autres arts intellectuels pour comprendre le nouvel esprit du capitalisme et de la richesse. Merci. On prend encore une ou deux autres questions, puis vous ferez le tri, hein, parce qu'on ne pourra pas... Bonjour. Moi, j'avais 3 petites questions. Je voulais déjà savoir, peut-être ça rejoint la question qui a été posée, si les riches sont vraiment conscients d'être dominants dans ce cas-là. Est-ce qu'ils sont conscients? Ma deuxième question, c'est que reste-t-il du coup de la gauche en France? Est-ce qu'il y a encore un espoir? Et la troisième, ça rejoint cette idée-là. Est-ce que vous pourriez organiser davantage de conférences à tout le reste? D'accord, des petites questions bien circonscrites. Oui, on s'arrête là. Je suis désolé, hein, faut... Ah oui. Ça, c'est de la violence symbolique, vous voyez, je dis on s'arrête là, en effet. Allez, allons-y. Oui, c'est ça. Je vous laisse... Vous pouvez venir demain à Sciences Po. On est demain. Je commence et puis je te passe le micro. Alors, votre question, là, mademoiselle, madame, les riches sont-ils conscients d'être dominants? Moi, je vous dis merde, parce que j'ai bien dit que c'était une classe sociale consciente, mobilisée, de ses intérêts. Alors je vais compléter, je plaisantais en vous répondant comme ça, mais je vais compléter par l'entre-soi de cette classe, c'est-à-dire qu'aussi ils vivent tout le temps entre eux. Vous-même, vous l'avez dit à propos de votre amie chez Christine Lagarde, tous ces gens-là qui n'ont pas conscience, soi-disant, de leur position dans la société, de la position des autres, parce que voilà, ils vivent toujours entre eux. Eh bien, ça, c'est pas vrai. À la fois, ils ont toujours besoin de se rassurer dans cet entre-soi, mais en même temps, ils sont quand même rappelés à l'ordre par leurs affaires, par ce qu'ils voient dans la rue, par ce qu'ils peuvent lire dans les journaux, et quelle que soit leur position religieuse, protestante, juive ou catholique, je peux vous assurer que l'appartenance religieuse, la foi,
la croyance en telle ou telle religion est une variable secondaire par rapport à la position sociale. Et j'ai personnellement fait une conférence au couvent des Bernardins à Paris, dans le 5e arrondissement, où c'est vraiment une aristocratie, une noblesse très fortunée qui était là, très engagée dans un catholicisme de droite. Eh bien, la violence des riches n'a pas pu être vendue ni dédicacée. J'ai été huée, alors que j'ai fait référence, comme je l'ai fait ce soir avec un petit clin d'œil amusant, au pape François, mais ça ne les a pas du tout touchés de savoir. Alors, en ce qui vous avez fait des références, monsieur, tout à fait prestigieuses à des historiens, Max Weber, nous connaissons tout ça. Excusez-nous du peu, mais là, on essaye à l'oral d'être direct, de ne pas inonder de références. Quant à Thomas Piketty, bien entendu que nous connaissons ses travaux et qu'ils sont mobilisés dans nos propres travaux, mais la différence entre lui et nous, c'est que nous, on pense qu'il n'y a pas d'issue avec le système capitaliste, qu'il se contente de vouloir réformer, et nous pensons que la naïveté déconcertante dont vous nous avez affublé, je la lui adresse plutôt à lui, alors que c'est un grand intellectuel et un économiste de renom, mais je pense qu'il est dans un combat perdu d'avance, c'est-à-dire que jamais il n'arrivera à sa réforme fiscale pour laquelle il s'est battu en s'intégrant dans l'équipe de campagne de François Hollande. Et sa réforme fiscale, je ne sais pas du tout si vous en avez entendu parler. En tout cas, moi je peux vous assurer que je n'en ai jamais entendu parler depuis l'arrivée de ce président de la République à l'Élysée. Voilà, ben Michel, c'est toi qui auras le dernier mot. Il faut faire vite, donc je dirais que la question sur Piketty me donne l'occasion de souligner un élément important et encourageant, c'est que l'approche critique de la société actuelle, d'un point de vue sociologique, économique, et fait l'objet de beaucoup de publications. Je pense qu'ici vous fréquentez souvent les librairies. Il y a un nombre d'ouvrages critiques sur la société telle qu'elle est, qui est de plus en plus important. Alors il y a eu Piketty, il y a Lordon, bien sûr, mais il y en a beaucoup d'autres. Sur l'évasion fiscale, il y a énormément de choses. Sur l'évasion fiscale, il y a beaucoup de publications. Ce qui pose problème, c'est pas le fait qu'il y ait des gens qui réfléchissent et qui aient cette dimension critique, ça, ils existent. Ce qui fait problème, c'est la diffusion. Parce que une des armes du pouvoir dominant, c'est le contrôle des médias. Et pour passer à la télévision, le président des riches, la violence des riches, c'est quand même pas des publications qui sont très bien reçues par les directions des rédactions, et ça a beaucoup de mal à être présenté largement. On est dans une situation aujourd'hui où la télévision est le moyen de diffusion le plus efficace, le plus qui touchera la plus grande partie de la population, c'est par la télévision. La presse même, ce n'est pas la presse écrite, c'est pas avec ça qu'on va avancer beaucoup. Et c'est extrêmement difficile donc de faire ça à la télévision, bien qu'on ait essayé plusieurs fois. Et je voudrais, pour terminer, vous remercier de votre attention, et qui n'a même pas été troublé par le bruit un peu inquiétant qui se dégageait à ma droite. Toujours à la droite, les bruits sont... Je terminerai sur cette boutade.
Merci beaucoup. Il a été question de librairie dans le propos de Michel. Il y a des livres qui sont disponibles à la sortie et qui sont amenés par la librairie Meurat. Il ne reste plus beaucoup de librairies de sciences humaines et sociales dans cette ville. Donc, si vous comptez les acheter, achetez-les plutôt là. Et la discussion, et vous êtes prêts à les dédicacer évidemment, bon courage. La discussion reprend demain. Michel et Monique seront donc à Sciences Po pour une conférence qui est...